Pour moi, la symphonie du vivant, qui traite donc de cette science révolutionnaire qui s'appelle l'épigénétique, c'est la possibilité pour nous, à partir d'une partition, comme un chef d'orchestre, la partition qui est notre ADN, notre patrimoine génétique, d'interpréter cette partition pour pouvoir développer des fonctions qui ne sont pas totalement inscrites dans ce programme. Épigénétique, épi veut dire au-dessus, par-dessus la génétique, un peu comme le programme d'un ordinateur, de votre smartphone. Il y a l'OS, l'Operating System, mais vous pouvez utiliser des applis qui utilisent le programme de base, mais vous permettent d'avoir des fonctionnalités différentes. C'est un peu ça l'épigénétique. C'est de contrôler l'expression de nos gènes, faire en sorte que certains vont s'éteindre, d'autres vont s'allumer, d'autres vont s'exprimer encore plus, sans changer les lettres du code génétique, mais en changeant l'expression de nos gènes. Et comment on peut faire? Eh bien, on peut le faire tous les jours de sa vie, peut-être même toutes les heures, grâce à 5 principes de base, qui sont la nutrition équilibrée, l'exercice modéré, le management du stress, le plaisir de faire ce que l'on fait et l'harmonie de son réseau social, familial et professionnel. Ces 5 éléments combinés tous les jours de votre vie produisent dans notre corps des molécules qui vont dans le noyau des cellules interagir sur l'ADN et faire en sorte que certains gènes, comme des tiroirs qu'on ouvre ou qu'on ferme avec une clé, vont s'exprimer beaucoup plus et vous permettre d'avoir des fonctionnalités différentes pour manager votre corps et manager votre vie. Alors dans mon livre, je ne me cantonne pas simplement à l'épigénétique pour notre propre corps, mais je m'intéresse aussi beaucoup au corps social, celui auquel nous appartenons comme cellules en quelque sorte. Et je pense, et je l'explique dans la deuxième partie du livre, qu'il y a une sorte d'ADN social et qu'on peut le modifier collectivement. Comme il y a la génétique, il y a aujourd'hui ce que l'on appelle la mémétique. La mémétique est fondée sur les mèmes, pas les gènes, mais des mèmes. Les mèmes, ce sont des petits éléments de culture qui sont transférés par mimétisme, par les médias, par les tweets, par les réseaux sociaux. Ça s'appelle des mèmes, on doit ce nom à Richard Dawkins en 1976, un grand biologiste anglais dans son livre Le gène égoïste. Donc les mèmes sont étudiés par la mémétique, comme les gènes sont étudiés par la génétique. Et l'épigénétique, c'est par-dessus les gènes la possibilité d'interpréter leur programme différemment. Et moi je propose dans la fin de mon livre l'épimémétique, qui est le fait que les humains collectivement, par les réseaux sociaux notamment, peuvent intervenir pour le modifier l'ADN sociétal, modifier l'expression de l'ADN sociétal. Cet ADN sociétal, c'est la constitution d'un pays, c'est les statuts d'une entreprise, c'est le règlement intérieur d'une association, ce sont les règles d'un jeu. Donc, ceci peut être modifié par nous collectivement, de même que nous appliquons à notre corps l'épigénétique pour modifier l'expression de nos propres gènes. Alors je suis arrivé à réfléchir beaucoup à l'épigénétique parce que j'ai comme formation, je suis chimiste organicien, biochimiste si vous voulez. J'ai étudié au MIT l'interdépendance des systèmes complexes en biologie, ce qu'on appelle la biologie systémique. Et l'épigénétique est en fait une science globale, qui n'est pas seulement une discipline très pointue, mais une science globale qui touche à la fois à notre environnement, qui nous influence, et à la fois à la manière dont nous pouvons influencer notre propre corps. Et donc ma formation de chimiste et de biochimiste m'a aidé à comprendre l'épigénétique de l'intérieur, en quelque sorte. C'est pourquoi, comme je l'avais fait précédemment pour la biologie de synthèse, un livre que j'avais écrit avant, un peu qu'on en parle, tout le monde, comment créer la vie en quelque sorte. L'épigénétique, c'est pas créer la vie, mais c'est modifier le vivant, modifier le programme. Pendant des années, les géniciens ont pensé que le programme de l'ADN était le seul contrôle de notre vivant. Et bien maintenant, ils ont compris qu'il y a par-dessus ce programme, d'où épi, un métaprogramme, qui nous permet de le contrôler et d'avoir une influence sur lui. Et la petite phrase que j'utilise beaucoup dans mon livre, c'est « oui, on peut faire quelque chose pour soi ». Et j'ajouterai « oui, on peut faire quelque chose pour la société dans laquelle on vit en appliquant les mêmes principes systémiques que l'on applique à notre corps, qu'on peut appliquer au corps social ensemble ». Bonsoir, donc on continue nos conférences de ce soir avec Nathalie Dostatny. Donc Nathalie est professeure de génétique et d'épigénétique à l'UPMC. Elle est chef d'équipe dans l'unité de dynamique nucléaire à l'Institut Curie. Ses recherches concernent
la mise en place et le maintien de l'identité des cellules au cours du développement. Ce soir, Nathalie nous parlera d'épigénétique. Ok, merci beaucoup. Donc, je suis ravie d'être là ce soir et ravie d'aborder avec vous cette question qui intrigue beaucoup de gens. J'ai vu que dans le programme, qu'est-ce que l'épigénétique, ça revient plusieurs fois. Donc, vous imaginez bien qu'en 20 minutes, je ne vais pas répondre à cette question. Parce qu'il y a énormément de débats autour de la question. Mais ce que je voudrais juste, puisque je pense, la première conférence d'ailleurs sur le sujet, je voudrais juste essayer de voir un petit peu avec vous comment ce terme a été défini et comment on est passé, enfin, pourquoi on a eu besoin de passer de génétique à épigénétique, quels sont les points communs entre la génétique et quelles sont les différences. Alors, tout d'abord, je vais très très rapidement rappeler ce que c'est que la génétique. Et notamment, je vais vous rappeler que l'information génétique, on le sait depuis pas mal de temps, elle est portée par l'ADN dans le noyau des cellules. Et donc ici, j'ai schématisé une cellule avec au centre son noyau. Alors, je n'ai pas de pointeur. Ici, vous avez son noyau. Et à l'intérieur, en gribouillis comme ça, c'est le génome, l'ADN, qui se trouve à l'intérieur. Cette information génétique, elle est essentielle pour conférer aux cellules leur caractère, leur identité, et elle est transmise par les cellules à leur descendance, et notamment, on a des mécanismes qui ont été très très bien étudiés, où au cours desquels une cellule donc, qui a un certain nombre de chromosomes, un certain génome, va entrer dans une phase de duplication du génome, donc répliquer cet ADN, et ensuite, par un processus qui est extrêmement bien contrôlé par les cellules, ensuite, selon un deuxième processus, il va y avoir séparation des deux génomes, donc il va y avoir d'abord apparition d'une cellule qui aura un double génome, 2 fois le génome, et ensuite, selon une phase de mitose, il va y avoir division, et là encore, il faut qu'il y ait des processus extrêmement bien contrôlés, parce qu'évidemment, dans cette cellule-là, vous avez 2 génomes, et il faut que ces 2 génomes se séparent en mettant le même nombre de chromosomes et un matériel génétique qui soit identique dans les 2 cellules filles au matériel génétique qu'il y avait dans la cellule mère. Donc ces mécanismes, ils sont extrêmement bien contrôlés et très importants. Et de temps en temps, il peut arriver qu'il se produisent des modifications génétiques, c'est-à-dire des mutations qui correspondent à des altérations dans la séquence du génome. Donc ces altérations dans la séquence du génome, elles vont être, si elles ne sont pas réparées, parce qu'il y a quand même aussi des mécanismes qui permettent de les réparer, si ces altérations ne sont pas réparées, elles vont être répliquées par la cellule exactement de la même manière qu'elle réplique le génome, et elles vont être transmises à la descendance. Donc ces modifications génétiques, elles sont héritables. Et ce qui se passe aussi, et qui est un petit peu, entre guillemets, dommageable évidemment, c'est qu'à partir du moment où il y a eu une mutation qui n'a pas été réparée dans une cellule, cette mutation va être transmise au cours des divisions à toutes les cellules filles de la cellule dans laquelle la mutation est apparue. Donc c'est un processus qui est irréversible. Alors à partir de là, donc ça c'est la définition plus ou moins de la manière dont l'information génétique est prise en charge et gérée par les cellules. À partir de là, se pose une question quand on commence à s'intéresser aux organismes qui sont constitués de millions de cellules, comme les animaux, les plantes, où là on s'aperçoit que ces organismes ont des cellules qui ont toutes le même génome, donc elles ont toutes le même génome, elles ont toutes le même ADN, la même information génétique. Pourtant, on sait que dans ces organismes, il y a de nombreuses cellules qui ont des caractéristiques différentes. On a des cellules avec de nombreuses identités. Par exemple, chez l'homme, on a au moins 200 types de cellules différentes, et aujourd'hui, avec des outils qui sont très précis, on s'aperçoit que 200, c'est un chiffre qui est très très sous-estimé. Il y a beaucoup plus de types de cellules différentes dans un organisme. Alors chez l'homme, j'ai noté ici donc les types différents qui sont les neurones, les cellules sanguines, les cellules de la peau, les cellules hépatiques. Toutes ces cellules sont des cellules différentes. Et on peut évidemment se poser la question de comment se détermine l'identité de ces cellules. À quel moment elle va se déterminer?
Alors, ça se passe au cours du développement, où on a une cellule unique qui est l'œuf, et cette cellule unique va donner un organisme. Il va d'abord y avoir une phase de division des cellules, puis une deuxième phase de différenciation, c'est-à-dire que toutes ces cellules qui au départ étaient toutes identiques vont commencer à acquérir des caractères différents. Et vous voyez ici, je les ai dessinées de couleurs différentes parce que ce sont des cellules d'identité différentes. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment toutes ces cellules d'identité différentes vont être capables d'utiliser cette information génétique qui est contenue dans le génome et de manière à ce que cette information génétique puisse lui être utile. Par exemple, les neurones, ils vont n'exprimer qu'une partie de l'information génétique qu'il y a dans leur génome. Cette partie va leur permettre de développer des axones, va leur permettre d'exprimer à la surface de ces axones des récepteurs qui leur permettront de ressentir l'influx nerveux. Et ces cellules-là, elles sont complètement différentes, par exemple des cellules de la peau, qui sont les que vous voyez ici, donc les cellules de la peau qui se développent, avec des cellules de la couche interne de l'épiderme et des kératinocytes plus haut. Kératinocytes qui sont les cellules qui sont à l'extérieur, qui sont au contact de l'extérieur de l'environnement. Et donc, les kératinocytes, on sait qu'ils expriment des protéines très particulières qui sont les kératines, d'où ils tirent leur nom. Et à nouveau, pour exprimer ces kératines, c'est une seule partie de l'information génétique qui est utilisée. Alors, c'est la même chose avec les cellules sanguines. Et là, j'ai représenté, il y a plusieurs types de cellules sanguines. Vous avez des globules blancs, des globules rouges, des plaquettes. Vous voyez que ce sont des cellules qui sont très, très différentes, qui font quand même partie de la famille des cellules sanguines et qui vont à nouveau utiliser une information génétique particulière aux cellules sanguines. Et on a, par exemple, ici, des cellules hépatiques, les hépatocytes. Alors, comment ça se passe? Comment cette information est utilisée et comment ces cellules, qui sont toutes différentes, trouvent cette information? Alors, si je reviens maintenant à mon petit schéma de la cellule d'origine, je vais avoir le neurone, et j'ai dessiné avec des petites étoiles en bleu, le neurone, il y a certains endroits dans le génome qui correspondent à l'information génétique et utile pour le neurone. Et puis ici en vert, vous avez l'information génétique et utile pour le lymphocyte. En rouge, vous avez l'information utile pour le kératinocyte. Et en jaune, l'information utile pour l'hépatocyte. Donc toute cette information, d'une certaine manière, elle a l'air d'être très très confuse, mélangée à l'intérieur de ce génome. Et il faut que chaque cellule soit capable d'aller identifier la bonne information. Alors, à cela se pose un autre problème, à cette difficulté-là pour la cellule, s'ajoute un deuxième problème qui est le problème de compaction du génome. Parce que si... excusez-moi. Comment chaque cellule donc, trouve l'information génétique dont elle a besoin? Et là, cette question-là, effectivement, ça revient un peu à imaginer qu'on aurait une bibliothèque énorme avec un nombre de livres incalculable. Toute l'information est là, mais il faut que chaque cellule aille trouver le bon livre et éventuellement la bonne page dans le bon livre. Donc, quand on a une bibliothèque, en général, les livres ils sont rangés par rayonnage et on est capable de les retrouver. Il y a des noms aux livres et il y a des pages dans les livres avec des numéros. Donc, on arrive à retrouver l'information. Là, la cellule, il faut qu'elle fasse un petit peu ce tri, qu'elle soit capable d'aller faire ce tri. Alors, à ce problème-là, ce n'est pas évidemment le génome, vous l'avez vu, tel que je l'ai dessiné, c'est une espèce de plot complètement emmêlé. À ce problème-là s'ajoute la difficulté, effectivement, d'organiser les choses. Et là, on a un deuxième problème dont je voulais vous parler, qui est la question de la compaction de ce génome. Et si on regarde un petit peu à quoi ça correspond, un ADN humain, c'est 46 chromosomes, donc on connaît le nombre de bases qu'il y a dans la molécule d'ADN, et on peut calculer la taille totale de cette molécule d'ADN. Si on met les chromosomes bout à bout, ça fait à peu près 2 mètres. Et ça doit tenir dans un noyau de 10 micromètres de diamètre, tout petit. Alors, si on fait le calcul, ça fait un facteur de compaction de 400 000.
Alors si je vous parle de ça, bon, 400 000, 2 mètres dans 10 micromètres, vous ne vous rendez pas très bien compte du degré de compaction. Alors si on essaye de mettre ça à des échelles plus compréhensibles, ça correspond à peu près à 20 km de fil très fin qu'on va faire rentrer dans une balle de tennis. Donc vous voyez qu'il y a un vrai problème de compaction qui s'ajoute à cette question d'aller trouver la bonne information. Alors, donc on a des vraies contraintes d'organisation. Alors comment ça se passe si on regarde maintenant le noyau de la cellule? Est-ce que c'est vraiment cette pelote de fil que je vous ai montrée ou est-ce que c'est autre chose? Et alors, en fait, ça c'est le résultat de nombreuses analyses, hein, d'un travail de ces 30 dernières années qui a été extrêmement productif. On s'est aperçu que ce n'est pas du tout un mélange, enfin une pelote de laine complètement emmêlée, mais au contraire, il y a beaucoup d'organisation et tout est organisé. Donc ici, vous avez la double hélice d'ADN. Cette double hélice d'ADN s'entoure, fait le tour, hein, fait 2 tours de cette petite structure que vous avez ici, qui s'appelle un nucléosome, qui est constitué de protéines basiques qui interagissent très fortement avec l'ADN. Ça forme une première niveau d'organisation sur lequel on a un collier de perles. Et ensuite, ce collier de perles, il est compacté. Il y a plusieurs niveaux de compaction. Et tout ça, c'est très organisé dans le noyau. Alors, comment ça peut s'observer au microscope? Donc, on a des méthodes biochimiques qui permettent d'analyser ces différents niveaux d'organisation et la constitution donc, de cette structure qu'on appelle la chromatine. Mais plus simplement, si on regarde le noyau d'une cellule en microscopie électronique, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout homogène. Vous avez ici des zones blanches qui sont peu denses aux électrons et vous avez ici des zones noires. Hein, alors ici c'est le nucléole, hein, mais vous avez des zones noires qui sont denses aux électrons qui correspondent à des régions compactées de l'ADN, alors que les régions blanches correspondent à des régions peu condensées. Donc les régions peu condensées, on appelle ça le chromatine, alors que les régions condensées, on appelle ça l'hétérochromatine. Donc on devine déjà, sous cette forme-là, un semblant d'organisation. Si maintenant on essaye de se dire bon, à quoi ça peut correspondre, hein, ici je vous ai décrit le métro. Quand il n'y a personne dans le métro, c'est très accessible, hein, et donc il est très facile d'aller trouver éventuellement l'information dans ce métro, ce qui est complètement différent de la situation où ce n'est pas accessible. Hein. Donc globalement, si je reviens à ma petite chromatine, hein, on pourrait imaginer que ces régions qui sont ici, il y a énormément d'ADN et donc d'informations dans ces régions qui sont noires, alors qu'il y a beaucoup moins d'informations, mais beaucoup plus accessibles dans ces régions blanches. Alors, si je reviens maintenant à mon lymphocyte, que je vous ai décrit tout à l'heure, en fait, on s'aperçoit que dans le lymphocyte, l'information génétique qui est nécessaire à la fonction du lymphocyte se trouve dans les régions accessibles. Hein, c'est-à-dire que le lymphocyte, c'était l'information qui était avec les petites étoiles vertes. On va retrouver l'information importante pour la fonction du lymphocyte dans ces régions blanches. Et si, dans le lymphocyte, on regarde où se trouve l'information qui est importante pour le neurone, on s'aperçoit qu'alors, cette information-là, le lymphocyte n'en a pas besoin, et donc elle se retrouve dans les régions très condensées, parce qu'elle n'a pas besoin d'être accessible. Et c'est la même chose pour l'information nécessaire pour la fonction du kératinocyte, et c'est la même chose pour la fonction nécessaire à l'hépatocyte. Toutes ces informations qui sont nécessaires dans ces cellules qui ne sont pas le lymphocyte se trouvent dans les régions très condensées du génome. Et donc de cette manière, le lymphocyte va être capable d'avoir accès très facilement à cette information qui est importante pour qu'il puisse exprimer sa fonction. Alors, là, j'ai juste mis un petit
un petit schéma, un petit film en fait, j'espère que ça va marcher, parce qu'aujourd'hui donc on est capable d'aller regarder donc effectivement la localisation des gènes, la localisation donc de cette information, où elle se trouve, et on est capable aussi de la déceler dans les cellules vivantes quand elle est exprimée, c'est-à-dire quand elle s'active. Et donc ici, vous avez le système sur lequel moi je travaille, c'est le développement d'un embryon de drosophile. Et vous avez, alors j'espère que vous allez les voir, hein, vous avez ici en rouge les noyaux des cellules, et ici vous avez des petits points que vous allez voir s'allument, et ces petits points-là, ça correspond à un gène qui est important pour déterminer l'identité antérieure de l'embryon. Et vous verrez que la même information génétique n'est pas du tout utilisée dans la partie postérieure parce qu'elle n'est pas nécessaire pour déterminer l'identité postérieure. Alors, j'espère que vous voyez, donc les noyaux se divisent, les cellules se divisent, hein, l'embryon grandit, et on voit vraiment un gène important pour déterminer l'identité intérieure qui s'exprime dans l'antérieur de l'embryon, et un gène important pour déterminer, enfin, et ce gène n'est pas exprimé dans la région postérieure. Voilà, donc ça c'est le genre de choses qu'on fait, et ce qu'on essaye de faire, c'est de relier donc cette activité à la localisation du locus. D'accord, très bien. Alors, cette structure donc, de la chromatine, cette organisation du génome dans le noyau, ça reflète l'organisation tridimensionnelle donc, du génome, la structure de la chromatine. Cette organisation, j'espère que vous avez compris qu'elle fournit à la cellule une information qui va se superposer à l'information génétique qui est contenue dans son ADN. Cette organisation va fournir à la cellule une information qui lui permet de savoir qui elle est, hein, puisque l'information importante pour le lymphocyte se retrouve dans les régions décondensées du génome. Cette information, cette organisation, elle va changer en fonction de l'identité de la cellule. Hein. Donc la structure de la chromatine va être différente d'une cellule à l'autre. Et cette organisation, et ça je ne vous l'ai pas montré, mais on sait qu'elle est transmise par une cellule à sa descendance. Alors, ça c'est pour insister sur le fait que la structure de la chromatine constitue l'information épigénétique de la cellule, et on appelle ça, aujourd'hui on parle d'épigénome. De la même façon que l'ADN, ça constitue l'information génétique de la cellule, la structure de la chromatine, c'est-à-dire l'organisation tridimensionnelle du génome dans le noyau, sa condensation, sa décondensation, ça représente l'épigénome. Les cellules ont toutes le même génome dans un organisme, elles ont toutes un épigénome qui va être spécifique de leur identité. Donc leur caractère, il est fourni par l'épigénome. Alors, si je reviens un petit peu donc, sur un schéma dont vous allez peut-être encore entendre parler dans les autres conférences qui traiteront de l'épigénétique, ça c'est le schéma du paysage épigénétique qui a été proposé par Conrad Waddington en 1957. Vous avez une cellule tout en haut qui est l'ovocyte, la cellule fécondée. Cette cellule va se diviser et au fur et à mesure des divisions, les différentes cellules qui vont émerger vont prendre des voies différentes, elles vont acquérir des destins différents. Et après, ensuite, en fonction des différents endroits où elles se trouvent, il sera plus ou moins facile pour une cellule de changer d'identité. Alors ça, en fait, c'est très difficile, hein, on a du mal à faire changer les cellules d'identité. Alors, ce système-là, hein, évidemment, toutes ces cellules qui vont être chacune dans une vallée vont avoir un épigénome différent. Elles ont le même génome, elles ont des épigénomes différents. Et on sait que ce processus, il a besoin d'être reprogrammé puisque ces cellules, et notamment les gamètes, vont être capables de redevenir une cellule qui va être capable de donner tous les types cellulaires différents et donc d'avoir des épigénomes tous différents. Donc ce processus, et ça c'est très important, la chromatine et l'organisation tridimensionnelle du génome dans le noyau est un processus qui est modifiable et qui est réversible. Donc si je reviens un petit peu pour terminer sur cette différence entre génétique et épigénétique, je reviens sur les modifications génétiques qui sont des altérations de la séquence d'ADN, comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont héritables
et qui sont irréversibles. Si maintenant je m'intéresse aux modifications épigénétiques, parce qu'elles existent, ce sont des modifications, c'est aucune altération de la séquence d'ADN, il n'y a pas de différence au niveau de la séquence d'ADN. Par contre, on a des modifications, des altérations de la structure de la chromatine, et ça, c'est lié à l'activité des gènes. Ce phénomène, enfin, ces modifications, elles sont héritables, hein, donc elles sont transmises par une cellule à sa descendance, mais de manière très importante, elles sont réversibles. Et d'un point de vue des thérapeutiques, qu'il s'agisse à la fois du cancer ou des maladies génétiques, qui seraient d'ordre épigénétique, évidemment, le caractère réversible fournit des espoirs de pouvoir éventuellement revenir en arrière et revenir à des situations plus normales. Voilà. J'ai terminé, j'espère que je n'étais pas trop Ça va, c'est parfait. compliqué. Merci Nathalie pour cette belle présentation.